Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour des fans. Nouveau duo ce soir pour vous présenter cet épisode. La semaine passée c'était avec Vara, mais ce soir c'est avec Osvaldo. Salut Osvaldo. Salut Mirko. Alors, on a un programme qui est, on va dire, moyennement chargé ce soir, Osvaldo. On va donc évidemment parler du dernier match de Neuchâtel Xamax. C'était ce vendredi 7 novembre contre Yverdon à la Maladière. Et puis, comme il n'y a pas de match à briefer pour la semaine prochaine, puisque c'est la trêve internationale, on va évidemment vous parler de ce qui se passe en Suisse et ailleurs. On parlera de clubs en Super League et en Challenge League. Et puis, on parlera aussi de l'équipe nationale suisse qui disputera ces deux derniers matchs des qualifications d'ici une semaine environ et un peu plus. Donc, voilà le programme de cet épisode. On passe tout de suite à la première rubrique, Osvaldo. La première rubrique, c'est bien évidemment la couverture de l'actualité de Neuchâtel Xamax et du match de Xamax lors de cette 13e journée de Dietchi Challenge League. Osvaldo, c'est un gros morceau qui se déplaçait à la Maladière. C'était Yverdon Sport qui s'est déplacé à la Maladière ce vendredi 7 novembre. Et puis, c'était un match, selon nous, assez important. Il faisait suite à une défaite, on va dire, méritée au vu du déroulement du match à Ville, mais inquiétante pour nous, l'équipe de Xamcast, mais aussi probablement pour l'ensemble des supporters du club. Et puis d'un côté, on espérait, on attendait une réaction de la part de l'équipe, mais de l'autre côté, on était quand même passablement inquiet avec un agenda qui devient gentiment compliqué là ces prochains temps, avec des matchs contre des équipes uniquement du haut du tableau, donc on pouvait redouter le pire. Et voilà, comme vous le savez déjà, ce match s'est achevé sur le score de 2 partout. Donc voilà, finalement, Osvaldo, avant d'entrer dans le détail des actions, je pense qu'on peut dire que c'est un match nul assez logique au vu de ce qu'on a vu vendredi soir. Et les deux équipes peuvent se montrer, pour des raisons différentes, mais assez satisfaites de ce résultat. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un résultat qui résume assez bien la physionomie du match. On va le développer dans notre analyse, mais moi je suis satisfait quand même de pas mal de petites choses avec le recul de 48 heures. Voilà, par rapport à ce qu'on a été habitué ces dernières saisons, par rapport à comment est-ce qu'on a réagi les précédentes saisons à des coups durs dans les matchs, comment on y réagit, comment on y réagit cette année. On va le développer, mais moi, pour moi, il y a quand même quelques petits points de satisfaction de ce point de vue-là. Assez peu de réactions de la part de nos auditeurs. On a juste Grégoire qui nous a dit la promotion nous échappe. Il a écrit écharpe, mais je pense qu'il voulait dire échappe. Ouais, alors je pense que Osvaldo, ça fait déjà 3-4 semaines qu'on peut dire que la promotion nous échappe, je pense. On peut le dire assez sincèrement que voilà. On ne sait pas encore exactement quelles équipes vont se battre jusqu'au bout pour la promotion, mais on peut quand même, sans trop s'avancer, dire que Neuchâtel Xamax n'en fera pas partie selon toute vraisemblance. Ouais, je le dis même à titre préventif pour nos auditeurs, à moins que vous nous voyez dans un futur proche ou un peu plus lointain, soit dans les deux premières places, soit à une distance, on va dire, raisonnable des deux premières places à la fin mars. Avant cela, vous ne m'entendrez jamais parler de promotion au vu du contexte. Donc moi, j'y ai pas cru une seule seconde pour ce qui me concerne. Ouais, on a encore une équipe qui manque encore de régularité dans les prestations et de gagner certains matchs où des fois les événements sont un petit peu contraires. Donc voilà, on croit que Neuchâtel Xamax peut et va finir dans le haut du tableau, mais ça ne voudra pas dire dans les deux premières places à mon avis, mais on développera peut-être ce point dans le coin SFL tout à l'heure si tu le veux bien, Osvaldo. Alors,
Osvaldo, il fallait pas arriver en retard hein, à la Maladière, puisque après 2 minutes de jeu, je crois tout juste, hein, c'est le moment où le ballon franchit la ligne. Neuchâtel Xamax marque le premier but sur sa première action. Ouais, évidemment, quand les buts interviennent comme ça dans les 2 premières minutes, c'est souvent sur la première action. Et qui d'autre que l'inévitable des Maasai pour donner un but d'avantage à Xamax dès le début du match, Osvaldo. Ouais, ouais, puis enfin, c'est encore un but de Demachaï, mais c'est encore, et c'est ma part de mérite un peu au collectif, c'est que c'est encore une entame de match parfaitement négociée, contre un adversaire où il y avait d'autant plus besoin, selon moi, de montrer les crocs dès le début. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est un très très gros motif de satisfaction, hein. Ben Seguir qui reçoit ce ballon, qui tente cette petite frappe enroulée qui est repoussée par Martin, et Desmachailles qui est opportuniste et qui, tel le renard de surface qu'il est, qui peut reprendre ce ballon et le pousser au fond des filets. Donc c'est encore plus face à un adversaire comme Yverdon qui n'est pas exactement le dernier venu, malgré le fait qu'ils peuvent décevoir un peu les observateurs de ce championnat par rapport aux attentes qu'on avait de cette équipe en début de saison. C'était un adversaire coriace et il fallait montrer les crocs dès le début. C'est ce qui a été fait. Ouais, l'arrêt de Kevin Martin était déjà pas simple, hein, parce que la frappe au rouleau de Ben Seguir, elle partait très bien. Et puis ensuite, à aucun moment, le portier nord-vaudois peut maîtriser où il va boxer le ballon. Et puis là, Demassai, ben, il est bien placé. Et puis lui, il ne rate pas ce genre d'action. C'est 1-0 pour Xamax après 2 minutes de jeu. Et puis ensuite, il y aura une assez longue phase, finalement, jusqu'à un peu avant la demi-heure, où voilà, les deux équipes ont beaucoup de peine à développer leur jeu, mais surtout Yverdon, hein, Xamax est plutôt en maîtrise. On s'attendait vraiment à avoir un Yverdon qui monopolise, qui mette le pied sur le ballon, mais non, en tout cas dans la première partie du match, Osvaldo, c'est plutôt Xamax qui avait la possession. Et d'ailleurs, au final, je regarde maintenant, mais la possession se termine à 48% pour Xamax et 52% pour Yverdon, donc on peut pas dire du tout que Yverdon a monopolisé le cuir comme les équipes d'Adrien Urcea ont l'habitude de le faire, hein. L'année passée, Carouge, il tournait régulièrement à plus de 60% de possession par rapport à pratiquement tous leurs adversaires. Donc voilà, un Yverdon qui a de la peine. Et puis, bah, il y a une première alerte sans frais, heureusement pour nous, mais c'est sur une phase arrêtée. Osvaldo avec un but annulé à Gnagpa, hein, si je me trompe pas, avec un but inscrit de l'épaule. Bon là, voilà, bonne décision de l'arbitre, on le dit parce qu'il y en aura d'autres qui seront un peu moins bonnes, mais bonne décision de l'arbitre. Ce but est effectivement inscrit dans une zone qui est plus proche du bras que vraiment de l'épaule, hein, Osvaldo, il n'y a pas trop de doute. Oui, oui, bah c'est plus ou moins net. Maintenant, tu l'as dit, hein, il y a quand même il y a des discussions qui vont des décisions, pardon, qui vont plus prêter à discussion dans la suite du match, mais bon, celle-ci, elle me semble assez nette aussi. Ouais. Ouais, ouais, non, effectivement. Et puis, ça aurait pu réveiller Xamax, se dire, bon, bah là, on a quand même un adversaire en face qui est capable de frapper à tout moment. Elles ont plus l'habitude de marquer sur des phases dans le jeu que sur des phases arrêtées. Quoique, hein, Marquezano, je crois qu'il a marqué plus de la moitié de ses buts sur penalty. Mais voilà, ce premier avertissement sans frais est suivi d'une deuxième phase de jeu qui, cette fois-ci, aura des frais. Bon, Osvaldo, on a beaucoup discuté le soir du match. On a eu 48 heures pour l'analyser. Ouais, c'est une faute de Léo Seydoux, quoi. On peut pas analyser ce but autrement qu'en disant que voilà, Léo Seydoux manque totalement sa passe en retrait à destination de son gardien. Il était pressé un tout petit peu. C'est sûr que son capitaine lui fait une passe qui ne le met pas en excellente condition, mais dans le milieu du foot pro, en deuxième division helvétique, il doit appuyer plus sa passe et puis la mettre directement dans les pieds de son gardien. Oui, oui, non, mais c'est en plus de ça, déjà, je veux dire, ce genre de passe dans l'axe, déjà de base, c'est complètement déconseillé. Et Oui, c'est ça, puis, parce que Omer Agic, il fait un mouvement, bah, logiquement, il se rapproche un peu du sur la droite pour recevoir le ballon en dehors du cadre, et puis il la lui met vraiment dans le milieu des 16 mètres, quoi, dans l'angle la peinture sur le bout des 16 mètres. Ouais.
Ouais, ouais, non, mais c'est des genre de passe qui est complètement suicidaire, hein. Moi, enfin, c'est déjà, c'est vraiment à éviter, à moins d'être, absolument sûr de trouver un coéquipier à la réception. Mais sinon, enfin, il faut jamais faire ce genre de passe-là. Et pour le coup, il se plante, quoi. Il y a pas d'autre mot. Ouais, il se plante effectivement et puis là, ben, j'ai envie de dire qu'avec le 1-1, on s'en sort bien. Ben, voilà, Sorgic, on le connaît, hein, dans ce genre de situation, il manque pas la cible. On parle souvent de notre fine gâchette des Masai, mais Sorgic, il a aussi d'excellentes références, même à l'échelon, au-dessus. Donc ça fait un partout. Mais il aurait pu, si Omer Agic avait taclé Sorgic, ça aurait pu être carton rouge, et on jouait 60 minutes à 10 contre 11. Donc voilà, je dirais que c'est là le moins pire truc qui nous est arrivé, on va dire, c'est de prendre un but. Mais voilà, c'est un peu dommage parce que il met quand même fin à une demi-heure de jeu où Xamax a été la meilleure équipe des deux. Ils ont quand même eu une maîtrise un peu supérieure à celle d'Yverdon. Et voilà, les Yverdonois, bah, on l'a dit, il y a eu l'action d'avion, mais ils avaient absolument pas mis le nez à la fenêtre. Ils avaient absolument pas été dangereux. Et ils n'avaient pas réussi à se créer l'ombre d'une occasion. Ils étaient vraiment en difficulté dans le jeu à ce moment-là, Osvaldo. Oui, 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 c'est ça, c'est vraiment ce qui est problématique, c'est qu'on les relance complètement alors qu'ils sont à la cave à ce moment-là. Mm. C'est vraiment, et c'est ce qui continue d'être frustrant avec notre équipe, c'est que, la raison pour laquelle finalement on n'a pas réussi depuis, maintenant, voilà quoi, depuis la saison où si on remonte donc 23-24 à battre une grosse équipe de championnat, en l'occurrence c'était 2 fois Thun à la Maladière. C'est aussi parce que notre inconstance ne se résume pas seulement d'un match à l'autre, elle se voit aussi, au sein d'un même match et que finalement on fait des erreurs qui nous coûtent cher. Je veux dire, moi je veux bien entendre que parce que j'ai pas vu le match aller, que vous m'aviez dit lorsqu'on avait débriefé ce match du municipal le lendemain que la prestation que Saint-Maximin était somme toute bonne. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a des Mhm. erreurs qui, face à une équipe comme Yverdon, se payent cash et ça s'est revu vendredi soir. Ouais, c'est exactement ça. Ça résume le fait que le football, en fait, est un sport collectif où les individualités doivent être au niveau. Oui. C'est, à mon avis, un bon résumé de ce que c'est le foot. Tu peux avoir un excellent collectif en soi, mais si tout d'un coup, il y a une individualité qui est pas au niveau, ça peut plomber tous les cas. Alors, c'est clair que quand Demassay il fait une mauvaise passe ou Ben Seguir fait une mauvaise passe pour Demassay et puis il peut pas se créer une occasion de but, ça a moins de conséquences qu'un défenseur qui fait une mauvaise passe à son gardien. Mais finalement, c'est un peu le même principe, quoi. Si tout d'un coup, il y a une erreur individuelle qui fait que l'adversaire peut en profiter, ben ça a des conséquences pour toute l'équipe. Et à ce moment-là, c'est un partout, mais c'est absolument pas mérité, hein. C'est pas parce qu'on est pro que ça max qu'on dit ça, mais Yverdon n'avait vraiment rien montré. On les remet dans le match tout seuls comme des grands. Jusqu'à la mi-temps, ben, pas grand-chose d'un point de vue du jeu. On va quand même noter voilà, une blessure à un Salim Ben Seguir à la 37e. Et puis, du coup, ben, voilà, malheureusement, il ne pourra pas tenir euh, sa place en deuxième mi-temps. Donc, voilà, un premier changement forcé pour Anthony Breza à la mi-temps. Il est remplacé par Altina Azemi. Et puis, voilà, on va directement ensuite aller sur un autre fait de jeu à la 59e. Et là, on est un petit peu plus inquiet, Osvaldo. C'est la blessure de Shelkim Demassay. Bah voilà, on n'aime pas trop hein, la manière dont il est sorti. C'est une blessure qui peut coûter quelques semaines d'absence. Oui, et effectivement, enfin, quand on parle de Demachaï, on parle du meilleur buteur de Challenge League. Donc c'est clair que c'est pas seulement notre meilleur buteur à nous, c'est le meilleur buteur tout court du championnat. Et il nous vient à manquer dans une période où on a des matchs quand même qui vont décider un petit peu de la suite de notre saison. Alors autant pour ce qui est du championnat,
On sait que, ben, enfin, là, voilà quoi, de toute façon, nos espoirs de prétendre à quelque chose en début de saison étaient minces. Ils le sont encore plus en ce moment parce qu'il y a un trou qui s'est créé avec la tête. Maintenant, moi, il y a un rendez-vous début décembre du côté de la côte où j'aimerais bien qu'on réponde présent. Et c'est certain que ce genre de match avec ou sans ton meilleur buteur, ce n'est pas du tout la même chanson. Non, très clairement. Et là, on en saura plus en début de semaine pour Demassa et son absence. Mais c'est clair que si c'est une élongation, 10-15 jours de repos et puis il récupère. Alors, il sera peut-être pas 100% opérationnel pour le match à Lausanne contre le Stade Lausanne-Ouchy, mais il pourra être sur le banc, en tout cas, puisque ce match aura lieu précisément 2 semaines et un jour après le match contre Yverdon. Si c'est une déchirure, une déchirure, ça peut être jusqu'à 10-12 semaines d'absence. Donc, voilà. On n'espère pas que c'est le pire scénario, que c'est juste une simple élongation qui est douloureuse au moment où ça se produit, mais qui est somme toute relativement bénigne. Mais la déchirure, ça serait un autre problème. Donc, voilà, on espère que Neuchâtel Xamax va communiquer assez rapidement et puis nous rassurer. Mais une déchirure importante, ça peut être 1 à 3 mois d'absence et puis une rupture totale, ça peut être facilement plus de 3 mois. Mais bon, là, il est quand même sorti à pied, hein, il n'est pas sorti sur la civière. Donc, à voir. Sur une rupture totale, je pense qu'il n'aurait pas pu marcher à ce moment-là. Donc, voilà, à voir. Mais c'était à ce moment-là une mauvaise nouvelle que la sortie de Demassa. Il y avait encore 1-1. Les deux équipes avaient encore tout à faire pour revenir au score. Et puis, dans l'enchaînement, en fait, Yverdon prend l'avantage. J'ai envie de dire, c'est en tout cas l'avis du juge de ligne situé à ce moment-là sur la gauche de la défense de Xamax, sur la droite du flanc d'Yverdon. Osvaldo, on peut le dire, hein, il n'y a absolument aucune image qui permette de dire à 100%, oui, le but est valable, elle est rentrée à 100% la balle. Alors, à 100% pas. Maintenant, moi, j'ai quand même revu les images de Blue Sport enfin, avant ce podcast, avant cette émission. Et j'ai un élément de réponse. Parce que moi, j'étais quand même assez loin. Comme je vais voir les matchs dans le Mhm. secteur D, je suis assez loin de l'action. Donc, un peu aussi encore plus dur pour moi de dire C'est quoi que ce impossible. soit. Tête de face, donc il fallait être un peu de côté, hein. Maintenant, il y a un élément de réponse. C'est que voilà, il y a un truc, c'est qu'il y a autant la main de Meragic avec lequel il ressort le ballon et le pied d'appui et le même pied, qui pour moi, sur une caméra qui est située dos au but, dans les deux cas, la main et le pied de Meragic sont derrière la ligne. Donc, c'est le seul élément de réponse qui, pour moi, me fait dire il y a goal. Maintenant, avec ça, très honnêtement, je peux pas en dire plus. Mais moi, c'est le seul élément de réponse, encore une fois, qui me fait dire qu'il y a peut-être but, c'est que finalement, les membres de Meragic, les deux membres de Meragic, que ce soit son bras et sa jambe, sont derrière la ligne, pour moi. Mais après, je veux dire, c'est impossible Non. d'être plus sûr que cela. Non, non. Alors après, voilà, l'arbitre assistant, il a pris ses responsabilités. C'est assez rare dans le foot moderne des arbitres assistants qui prennent leurs responsabilités. Ils ont plutôt tendance à s'asseoir, enfin, à se reposer sur l'arbitre principal ou sur la technologie quand elle est à disposition. Donc voilà. Puis il a tout de suite annoncé, hein, le but. Il avait l'air sûr de lui. Bon, il peut bien voir, hein, parce qu'il n'y avait pas non plus une forêt de joueurs devant Meragic. Donc voilà, mais toujours est-il que forcément, c'est une décision qui fait un petit peu jaser parce que pour les Neuchâtelois, évidemment, le but n'est pas rentré. Donc
Donc voilà. Après, sur cette action, on va aussi souligner que voilà, l'intervention de Fabio Saïs dans la surface sur je ne sais plus quel joueur d'Yverdon. Monsieur Chibelli laisse jouer, mais là, de nouveau, pour moi, il peut siffler penalty sans problème. Alors peut-être qu'il laisse l'avantage pour voir comment se passe l'action, mais pour moi, il fait signe de jouer, il fait pas signe de laisser l'avantage. Donc, à mon avis, il y avait penalty sur cette action, Osvaldo. Tu dis laquelle, excuse-moi? Sur le Laquelle but, exactement? en fait, Ouais. au moment où le joueur d'Yverdon écarte sur le côté, et puis bah, ça commence en fait par Fabio lui prend la jambe en fait Ouais. à ce moment-là. Je sais plus quel joueur c'est. Ouais, ouais, non, mais Euh, effectivement, il y a c'est effectivement, C'est Pos en fait. C'est Pos qui ouais, c'est décale Pache, et puis c'est Pache qui met cette merveille de petite balle en cloche. Et puis ensuite Marquezano qui reprend le ballon de la tête. Mais mhm. ouais, ouais, vraiment pour moi, euh, ouais, on voit pas tellement le geste de. Non, non, Monsieur Chibelli laisse le jeu, hein, laisse le jeu se poursuivre. Et bon, bah Mhm. finalement, ça finit par but pour Yverdon. Mais de nouveau, je pense que si on a un doute sur le but, il aurait très bien pu siffler penalty là. Donc finalement, une décision qui nous prêtait rite, mais avant ça, il y a une décision qui nous avantage. Pour moi, beaucoup d'arbitres auraient sifflé penalty, ils auraient même pas attendu le reste de l'action, ils auraient accordé le penalty à Yverdon. Donc Mhm. voilà, c'est 2-1 pour Yverdon. Alors de nouveau, hein, Yverdon prend l'avantage sans qu'ils aient eu grand-chose à produire. Ils avaient été très décevants aussi dans ce premier quart d'heure. Ils n'avaient pas montré grand-chose, hein. Alors que Samax non plus. C'était un match assez fermé dans ce premier quart d'heure. Mais c'est de nouveau un fait de jeu qui fait que Yverdon prend l'avantage. Ouais, ouais, non, enfin, c'est des buts, franchement, qui sont assez bêtes, pour pas utiliser de termes plus vulgaires, mais c'est vrai que, ouais, c'est ballot un petit peu, la manière dont nos adversaires prennent l'avantage finalement sur nous. Ça a été encore le cas, l'autre soir. Maintenant, moi, c'est quand même ce qui me fait plaisir la plupart du temps avec cette équipe cette saison, avec cette équipe de Xamax cette saison. C'est sa capacité de réaction qu'on va développer. Parce que pour moi, 2 buts pris dans ces conditions, il y a beaucoup de saisons où ça nous aurait prétérité, puis on aurait pu même finir à 3-4-1 pour nos adversaires. Oui, 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 effectivement, on a quand même vraiment craint le pire à ce moment-là, voilà, de marquer vite et puis ensuite de prendre 2 buts dans des circonstances, on va dire, pas simples, une erreur technique sur la première, une décision un peu litigieuse sur le 2-1. Donc voilà, effectivement, alors ça n'a pas toujours été très en grande maîtrise. On n'a pas mis non plus Yverdon sous les noir jusqu'à la fin du match. Mais l'équipe y a cru et puis elle aurait déjà pu reprendre, enfin pu égaliser, pardon, à la 73e, Osvaldo, avec une magnifique frappe d'Erissa Bedini qui, malheureusement pour nous, s'écrase sur la transversale, mais une belle action avec un bel effort de Noah Streit sur le côté droite. Oui, effectivement. Et puis là, Martin, pour le coup, il est battu, hein. Je pense que Et il est archi sincèrement, battu. Ouais. il est archi battu. Et c'est vrai que c'est une belle, enfin, c'est une vraie belle opportunité de revenir. Maintenant, voilà, je veux dire, ça démontrait aussi qu'on était encore vivant, qu'on avait encore quelque chose à donner sur cette fin de match. Et puis on a mérité le dénouement final. Tout à fait. Mais sur cette action, Osvaldo, moi je me suis dit, putain, celle-là, elle rentre pas, ça y est, on va pas y arriver. Et puis Verdon, ils vont mettre le troisième à un moment ou l'autre. Parce que si tu te souviens de cette action, il y a la frappe d'Abedini qui finit sur la barre. Ensuite, le ballon revient sur Azemi. Et puis Azemi, en fait, il s'appuie sur Caraco. Caraco, à ce moment-là, il voit Abedini qui est derrière Monsieur Chibelli. Et en fait, Abedini joue très bien en 1-2. Et en fait, Monsieur Chibelli fait un peu, le ballon passe entre ses jambes, mais il fait un peu écran à Caraco. Et en fait, il permet au défenseur d'Yverdon de revenir. Et puis là, Caraco fait une petite faute. Mais
entre la latte, puis la petite erreur de placement de Monsieur Chibali, je me suis dit, oh purée, là, vraiment, on a un manque de chance sur cette double action à quelques secondes d'intervalle. Et je me suis dit, purée, ça, c'est symptomatique des mauvais matchs qu'on a trop connus ces dernières saisons où on va perdre ce genre de match. Tu étais aussi un peu dans cet état d'esprit après cette action, tu dis, oh purée, on a raté la coche. Alors moi, j'ai un petit peu, quand je vois les matchs au stade, notamment avec mes potes, puis surtout à la Maladière, puis surtout dans l'énergie générale qu'il y avait dans le secteur des vendredi soir, j'arrive quand même à rester d'un fond de naturel optimiste. Du fait d'être enfin, au milieu de mes potes, au final, dans une dynamique un peu d'encouragement. Si j'avais vu cette scène-là, par exemple, depuis la tribune de presse, imagine à côté de toi, j'aurais été, je pense, beaucoup moins optimiste. Mais je pense qu'il y a vraiment un truc, c'est pour ça aussi que je continue d'aller voir les matchs en D, c'est qu'il y a un petit truc où pendant 90 minutes, on oublie un peu le classement. Et puis finalement, on oublie un petit peu la situation sportive compliquée. Et puis on reste, c'est clair que s'il y a 3 buts d'écart à la 80e, on n'y croit plus. Mais voilà, dans un match où il s'est quand même passé beaucoup de choses, moi j'y croyais, sur le moment j'y croyais un petit peu encore. Ok, bah on y croyait toujours dans le sens où bah voilà, on reste des supporters et puis on croit jusqu'au bout de finale, mais tu te dis oh, il y a quand même des éléments contraires et voilà, c'était compliqué. Et puis ben bien on a pris aux gens qui ont cru parce qu'il fallait y croire. Et puis alors sur cette action de l'égalisation de la 79e minute, Osvaldo, on va vraiment saluer le travail sur ce but, mais aussi dans ce match de Fabio Saiz. Ça passe, elle régale. Quel régal cette Ouais, passe. ça passe, elle est magnifique. C'est vraiment une merveille de ballon dans le dos de la défense. Alors après, évidemment que du côté de Koné, il faut aussi pouvoir conclure, il faut aussi faire preuve de sang-froid. Mais c'est vraiment un service sur un plateau, il n'y a pas d'autre terme. Pour Koné, qui ensuite fait parler son sang-froid et son expérience. Mais c'est clair que 70% du but provient de la passe de Seitz. De la passe et de la feinte de corps. Parce que au Mhm. moment où il reçoit le ballon de la part de Sédou, un beau petit extérieur du pied droite, Poss vient au contact et là, au lieu de toucher le ballon, il fait une feinte de corps pour passer devant Poss. Et là, en fait, on salue en même temps la prise de décision de voir, il lève la tête et il voit le démarrage de Koné juste derrière Nakpa et entre Nakpa et Soutier. En fait, il voit que Soutier est trop loin, donc Koné, il a une position pour aller reprendre le ballon. Et puis ensuite, l'exécution technique, parce qu'il faut voir le champ de passe, mais ensuite, il faut la réaliser, parce qu'il doit vraiment mettre une passe pile dans l'intervalle, parce que s'il ne la met pas, les défenseurs d'Yverdon peuvent revenir. Et puis s'il la met trop loin, Koné n'est pas dans une position optimale, parce que là, Koné, il reçoit le ballon dans la zone pratiquement idéale. Il peut contrôler le ballon, il a aucun défenseur au contact, il peut fixer Martin qui sort, Soutier qui essaye de venir le contrer, mais qui est trop tard, et il fait une petite balle piquée. Alors, qu'on reconnaît, il a plus 20 ans, hein, Osvaldo, c'est clair. Mais alors, sur ce genre de phase-là, qu'est-ce qu'il est précieux encore? Le problème, enfin le problème, non, la bonne nouvelle pour nous, c'est que le sens du but, ça se perd pas. Tu peux avoir un peu moins les jambes, mais le sens du placement et le sens du but, Et le comme geste tu l'as. final, parce qu'il y a beaucoup d'attaquants qui auraient frappé en force là, mais lui, il fait une petite balle piquée. Voilà, ça, c'est les grands attaquants qui ont le sang-froid pour faire les petites balles piquées dans cette position-là. C'est pour ça que je dis sens du Ouais, placement et ouais. sens du but. Mais c'est vrai Je t'ai que un peu coupé, effectivement, excuse. non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose. Enfin, de nouveau, c'est le fort des très grands buteurs. Et bon, quand on l'a pris, on savait qu'il était plutôt jeune, mais on connaissait son talent pour l'avoir vu, notamment du côté de Servette et du côté d'Yverdon. Et c'est vrai que pour le coup, c'est c'est- c'est- c'est également, je l'ai dit, que ça pouvait nous porter préjudice si Des Maasai venait à nous manquer quelques semaines. Maintenant, c'est vrai que comme doublure, Koné est quelqu'un qui est de plus en plus fiable. Je veux dire, ça fait longtemps, je trouve, que dans le condensé du niveau de nos deux premiers numéro 9, qu'on n'a pas été aussi bien garni, hein.
Ouais, Ça fait longtemps, je trouve. C'est pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de qualité à ce poste-là. effectivement, ouais. Et entre-temps, on va quand même mentionner, puisque bah, malheureusement, ce match a été un peu sous le signe des blessures aussi, hein. On a déjà mentionné Salim Ben Seguir et Shelkim Demassai. On a aussi Jonathan Fontana qui est sorti sur blessure à la 71e. Et puis Koro Kone qui est passé un peu par toutes les émotions. Il a été remplacé à la 90e suite à un gros choc avec le capitaine d'un soir hiverdonnais, Anthony Sautier. Donc voilà, bon là c'était spectaculaire pour Koné, mais on espère que ça soit pas trop grave. C'est presque celui pour lequel je crains le moins parce que c'était spectaculaire, choc tête contre tête, mais ils se sont relevés. Lui, il a dû sortir, mais Santi a pu finir le match. Donc voilà, on attend d'en savoir plus pour Fontana, Ben Seguir et Demassai. Donc voilà. Logiquement, avec tous ces faits de jeu, eh bien, 11 minutes, ouais, 11 minutes qui se sont transformées en 13, puisque il y a encore eu des petites choses dans le temps additionnel. Voilà, le score ne bougera plus, mais on notera quand même un face-à-face entre Ntello et Omer Agic gagné par le gardien Xamaxien. Là, il sauve un point, Omer Agic, hein, on va être clair, Osvaldo. Ouais, ouais, ouais. Ben, de nouveau, il continue sur sa superbe lancée et on a un gardien aujourd'hui avec nous qui gagne toujours plus en fidélité, enfin en fiabilité, pardon, au fil des semaines, au fil des mois. Et je dois avouer que j'en suis très, 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 très heureux quand on sait les débuts beaucoup plus difficiles qu'il a pu avoir avec nous, parce qu'il faut pas avoir la mémoire courte de ce côté-là. C'était quand même un joueur qui, on va dire, a suscité les plus gros doutes dans ses premières semaines sous nos couleurs. Ouais, on a beaucoup évoqué son jeu au pied, on a beaucoup évoqué des fois des ballons boxés alors qu'ils pourraient être bloqués. Mais s'il y a bien un domaine, je le trouve, dans lequel il a très souvent répondu présent, c'est les 1 contre 1 Osvaldo. Alors certes, Ntello, il fait pas tout juste, et un attaquant qui fait tout juste, c'est but, mais il était dans une position au moins aussi optimale que celle de Koné, et voilà, il frappe directement sur notre gardien quand même, mais il fallait répondre présent et avoir la main ferme. Donc voilà, il y a peut-être quelques temps, on aurait pris le 3-2 comme ça, on aurait été crucifié dans le bout du temps additionnel. Ça nous est déjà arrivé contre Yverdon, donc ça n'aurait pas été une première. Et puis, mais du coup, là, il y a eu une certaine logique finalement. Xamax ne méritait pas, franchement, de perdre ce match. Yverdon non plus, même si au final, il y a eu beaucoup d'émotions, des émotions de joie, des émotions un peu plus compliquées avec les blessures. Il s'est passé beaucoup de choses dans ce match, mais en termes de niveau pur, ça ressemblait pas à un match de haut de tableau, hein, quand même. Les deux équipes ont déçu, mais surtout Yverdon quand même, hein. On va pas se Ouais, ouais, cacher, mais Osvaldo. c'est une équipe qui continue de ne pas évoluer au niveau auquel on l'attendait en début de saison. Alors tant mieux pour nous, j'ai envie de dire, l'autre soir. Mais encore une fois, moi je retiens vraiment, parce que même sans un Yverdon, enfin même sans avoir un Yverdon stratosphérique en face de nous, pour moi c'est encore un match que la saison passée, où il y a 2 ans, on aurait perdu. Très Euh, probablement. pour la somme, je sais pas ce que tu en penses, mais pour la somme d'épisodes qui n'ont pas tourné en notre faveur, enfin, en partie par notre faute et en partie par une pointe de malchance, moi, le fait qu'on ait pris 2 buts, comme l'erreur que fait Sédou, donc enfin, c'est des erreurs qu'on a vu, revues et re-revues ces dernières saisons. Combien de fois on s'est écroulé derrière? Et ça, voilà, je tiens quand même à le relever, parce que on est là pour taper quand il faut taper, mais enfin, faut aussi voir les points positifs du contenu. Il faut croire au contenu des matchs. Et de ce point de vue-là, c'est une bonne, de bons éléments pour moi à prendre pour la suite du championnat et de ce mois de novembre qui n'est pas de tout repos. Même le mois de novembre, décembre qui n'est pas de tout repos, parce qu'il y a
il y en a des rendez-vous importants avec un niveau de difficulté considérable qui nous attend dans ces prochaines semaines. C'est ça, on les prendra les unes après les autres, mais il y a quelques échéances vraiment ultra importantes. Moi, je suis allé faire un petit tour sur les réseaux de notre adversaire. J'aime bien faire ça après chaque confrontation. Et c'est vrai que sur les réseaux d'Yverdon Sport, les gens notaient quand même les difficultés, hein. Ils se cachaient pas qu'ils étaient très déçus de la prestation d'Yverdon avec très peu de jeux produits. Il y a même un ou deux commentaires qui disent que le match nul est presque chanceux, vu les circonstances des deux buts. Donc voilà, des inquiétudes quand même du côté du stade municipal. Et puis du côté de Xamax, bah, tout n'a pas été parfait, hein. Il y a quand même eu cette grosse erreur qui vient entacher le match de manière générale. Mais en tout cas, une belle réaction. Et j'ai même envie de dire, Osvaldo, une réaction avec contre vents et marées, parce que au-delà de cette décision, on va pas la qualifier d'injuste, mais on va la qualifier d'incertaine. En tout cas, on n'a pas la certitude que le ballon est rentré, comme on n'a pas la certitude que le ballon n'est pas rentré. Eh bien, l'équipe a cru. Et puis surtout les effets contraires, c'est aussi les vents contraires, c'est aussi les blessures, quoi. On a quand même Mhm. Ben Seguir. Au moment où on prend le but, il y a Ben Seguir et Demassay qui sont sortis. On prend ce deuxième but, il y a encore après coup, Jonathan Fontana qui se blesse alors qu'il avait été l'auteur d'une prestation solide sur son côté gauche. Donc, il y avait vraiment tout qui était contre Xamax à ce moment-là, mais les joueurs y ont cru, se sont battus. Même quand il y a eu un peu de malchance, ils y ont encore cru, et puis finalement tout le mérite leur en revient. Alors après, ben, il n'y a pas eu de réelle occasion de marquer le troisième non plus. Les deux équipes étaient probablement fatiguées de tous les efforts amenés à ce moment-là, et il semblait, j'ai presque envie de dire, Osvaldo, peut-être que secrètement, ils se disaient que finalement partir avec un point de ce match, c'était pas si mal que ça. Donc il n'y a pas eu d'attaque suicidaire d'un côté ou de l'autre pour se découvrir. Mais voilà, les Neuchâtelois ont su faire front, et puis ils ont été logiquement récompensés avec ce point. Mhm. Non, c'est clair que c'est une juste récompense, et puis les joueurs voient aussi que lorsqu'ils y croient jusqu'au bout, il y a peut-être pas toujours des victoires au bout, mais les gars, il y a moins de défaites. Et ça, pour la tête, c'est quand même autre chose. Je veux dire, même si on avait perdu ce match 2-1 vendredi soir, je pense qu'il y aurait eu une immense frustration aussi due au niveau d'Yverdon. Bah, vous voyez, les gars, quand vous y croyez jusqu'au bout, Mhm. je finirai pas ma phrase parce que pour moi, le reste coule, coule de sens. Mais ouais, il faut y croire, quoi. C'est pas, je veux dire, c'est pas quelque chose d'anodin. Il faut y croire jusqu'au bout. Et il faut persister. Il faut croire en ses chances parce que chaque match peut être retourné. Finalement, je veux dire, face à un Haro qui a bien figuré la saison passée aussi. En fin de saison passée, on s'est accroché jusqu'au bout. On a égalisé par Lentini dans les 5 dernières minutes. Là, on a égalisé par Koné dans les 10 dernières. Et Ouais. c'est pas une égalisation contre une équipe de fond de classement. C'est une égalisation contre une équipe qui, malgré le fait qu'elle déçoit, reste quand même dans la bonne moitié du classement et n'a rien à voir avec le niveau d'un Ville, d'un Bellinzone ou même d'un Stade Rennais, hein. Non, non, tout à fait. Sans rien enlever à ces équipes, bien évidemment. Mais il faut, voilà quoi. Oui, oui, Il ben fallait gagner. il y a quand même voilà, le classement est quand même bien scindé en deux, hein, actuellement en Challenge League, et c'est les résultats qui parlent, c'est pas le niveau présumé. On a quand même voilà, un gap qui s'est installé entre le stade Lozanouchi qui occupe actuellement la cinquième place et le stade Nyonnais. Donc, euh, donc oui, il y a quand même deux forces d'équipe dans cette Challenge League. Ça, c'est factuel. Mhm. Voilà. Alors, on peut passer à la rubrique suivante, Osvaldo. Voilà,
la rubrique suivante, c'est le coin SFL. Alors, premièrement, on va peut-être développer un petit point. Tu souhaitais développer un petit point, Osvaldo, toi, amateur avisé de football suisse, hein, tu es un supporter de Xamax, on le dit, on le précise, mais comme la plupart de nous, enfin, comme l'ensemble des animateurs de Xamcast, tu es aussi un amateur de football. On a beaucoup évoqué à l'antenne de Xamcast depuis le début de cette saison, la certaine dépendance entre guillemets que avec Samax, avec son buteur maison euh, Shelkim Demassay. Et toi, tu as fait un peu ce constat avec un autre club de Suisse romande évoluant en Super League, c'est le Lausanne Sport de Peter Zeidler et puis de la dépendance que tu as constatée envers un joueur en particulier, Osvaldo. Oui, oui, bah, ce joueur, c'est le joueur qui illumine pour moi, enfin l'un des joueurs qui illumine la Super League depuis le début de saison. Il a encore fait une passe décisive cet après-midi contre Sion, c'est Gaussou Diakité. En fait, il y a eu deux choses que j'ai remarquées, parce que je suis allé par hasard à la Tuilière deux fois ces dernières semaines, sur deux matchs qui ont été assez rapprochés. C'est la défaite contre Servette et puis le match nul contre Monia Nicosie en Conference League. Et en fait, je me suis rendu compte que les caractéristiques de ce joueur, c'est que c'est un joueur d'espace, c'est qu'il aime bien prendre les espaces sur des contres, et notamment lors des victoires face à Bâle, les deux larges victoires face à Bâle et face à IB. Il avait bénéficié de cet espace-là. Et on a vu que c'était pas seulement le cas d'un match. Notamment la défense bâloise a énormément de peine au niveau des replis. Face à Servette et face à Omonia, qui était qui était venu à la Tuilière avec des blocs beaucoup plus bas, Diakité réussissait moins à porter le danger devant. Et par conséquent, pour moi, 70 voire 80% du jeu offensif de Lausanne s'éteint. C'était assez fou de constater cela. Contre Monia, pareil, je veux dire, ils se sont retrouvés face à une équipe chypriote qui avait certainement étudié les forces de Lausanne et qui est venue à la Tuilière avec un but bien précis. Et Diakité ne réussissait plus à trouver les espaces. Et qu'est-ce que ça donnait? Ça donnait une majorité de frappes de loin, plus ou moins dangereuses, mais tu avais beaucoup moins ces actions dangereuses qui provenaient d'actions construites, de centres, c'était des frappes de loin parce que l'équipe se retrouvait face à un bloc compact replié dans les 20 derniers mètres et ne trouvait pas d'espace. Et la différence, elle est quand même assez abyssale. Mhm. Voilà, ça lance peut-être un petit débat comme ça. Est-ce que dans le football, c'est bien d'être dépendant d'un joueur ou pas, à ton avis, Osvaldo? C'est bien et ça l'est pas, parce qu'il faut toujours voir ben, le jour où il joue, le jour où il se retrouve à vous manquer, c'est qui prend le relais. Et en fait, c'est la grosse question que je me posais aussi avec mon collègue avec lequel j'étais à la Tuilière jeudi soir, qui aime bien Lausanne Sport. Mais qui prend le relais? Et pas grand monde le prend. Et si on regarde encore, bah, ils ont gagné à Zurich dimanche dernier et le week-end dernier, mais il y a pas Diakité qui est sur la feuille des buteurs. Mais souvent, quand on voit les résultats positifs de cette équipe lausannoise, il a mis soit un but, soit une passe décisive. Et quand on connaît les difficultés que connaît le LS cette saison au niveau de la profondeur de banc, parce que finalement, ils ont pas un effectif pour moi qui est suffisamment épais pour gérer trois compétitions, et ça se voit en championnat. Moi, je trouve que passer une certaine proportion, c'est pas forcément une bonne chose parce que quand personne prend le relais, ben, vous vous retrouvez un peu démuni, hein. Tu peux avoir un style de jeu qui est dépendant, un profil de joueur qui amène le danger ou autre, mais c'est vrai que quand tu es dépendant d'un joueur en particulier, ça peut être vraiment compliqué, effectivement, si le joueur est absent pour une raison ou pour une autre, ou alors si il reste des êtres humains, si un jour il n'est pas dans un bon jour, ben voilà, il peut y avoir aussi c'est important qu'il y ait d'autres joueurs qui prennent le relais. C'est pas juste en cas d'absence, c'est en cas de méforme, de jour sans. Donc voilà, c'est aussi pour ça que le job de directeur sportif et puis la construction d'un effectif cohérent qui permette d'avoir plusieurs forces est extrêmement importante. Donc Ouais. voilà.
Voilà, c'était C'est la ça. fin de cette petite parenthèse. On voulait développer dans ce coin SFL aujourd'hui, on avait parlé de pratiquement toutes les équipes hein, de Challenge League, sauf une. Et puis, c'est une équipe, honnêtement, on ne l'attendait pas aussi bien que ça au début de championnat, même si la plupart d'entre nous la mettaient quand même dans le haut du tableau, mais on ne les attendait pas autant à la fête. C'est nos amis liechtensteinois du FC Vaduz. Donc voilà, des Liechtensteinois qui restent sur 5 victoires consécutives. C'est d'ailleurs la seule équipe de la Challenge League à avoir gagné ces cinq derniers matchs. Et puis de manière assez indiscutable, hein, ils ont été notamment gagnés un match à Yverdon, c'était lors de la dernière journée. Donc voilà, Osvaldo, un petit avis sur le FC Vaduz, comme je l'ai dit, on n'attendait peut-être pas aussi bien que ça. Un bilan tout à fait bon, hein. 9 victoires, 3 nuls, une seule défaite. C'est un bilan qui devrait potentiellement en faire les leaders de la Challenge League. C'est pas le cas, mais ils sont revenus au contact du FC Arrow. Oui, alors moi c'est bizarre parce que c'est de loin pas l'équipe qui quand elle est venue à la Maladière, donc parce que c'est notre seule confrontation contre eux cette saison s'est faite à la Maladière, c'est vraiment pas l'équipe qui m'a le plus, qui m'a le plus impressionné. Et lorsqu'on avait concédé ce match nul au mois de septembre, je faisais partie de ceux qui disaient bah, encore un de ces matchs nuls classiques à la Xamax qui ne sait pas profiter de ses moments forts à la maison. Puis on est le 9 novembre et ils sont deuxièmes. Et je crois que cette deuxième place, quand on voit les récents résultats, n'est absolument pas due au hasard. Je crois que c'est même une équipe qui est pour le coup, qui est pas si loin que ça d'Aro. 3 points. Euh, 3 points, voilà. Et encore une fois, moi, lorsque Haro était à ses fameux 7 matchs 21 points avant d'affronter par exemple Yverdon, j'ai pas mal de potes au stade des Neuchâtelois qui m'ont dit ouais mais bon s'ils montent pas cette année quand est-ce qu'ils montent? Ouais mais il y a 3 points d'écart alors qu'on se parle. La saison est longue et Vaduz ne va de toute façon jamais avoir la dose de pression que peut avoir un FC Haro dans le money time d'une saison. Donc tant qu'ils sont là et tant qu'ils sont deuxième et là ils ont quand même ils ont aujourd'hui 6 points d'avance sur Yverdon. Donc je pense que c'est un client qui aujourd'hui mérite toute notre considération, que ce soit pour la place de barragiste, mais aussi pour la place de champion de Challenge League et de promu direct. Parce que tant que vous êtes sur les basques d'une équipe qui a l'habitude historiquement de s'écrouler, vous avez, je pense, un avantage psychologique important par rapport à un FC Haro qui nous a rarement donné des garanties à ce niveau-là, ces dernières saisons du moins. Oui, effectivement. Et puis, enfin, voilà, l'effectif de Vaduz a quand même passablement bougé, hein. Si on prend rien que dans les départs, ben, il y a le départ le plus notable, je pense, c'est celui de Fabrizio Cavegn, hein, qui a décidé de rejoindre Bristol en Angleterre. On peut noter aussi les départs de l'ancien Xamaxien Del Toro, de Lars Traber, de Lorik Emini, de Crouchy, qui étaient des joueurs voilà, qui étaient encore important dans l'effectif. Le latéral Mertens aussi est retourné du côté de la Belgique. Donc voilà, plusieurs départs. Et puis des arrivées intéressantes, hein. Ils ont recruté Malik Sawadogo, notamment. Ils ont pris Stéphane Zeiler, hein, qui, malgré la relégation de Chafouz, avait fait des bonnes performances avec le club de Chafouz. Ils sont deux hein, à avoir débarqué de Chafouz. Il y a Stéphane Zeiler et Gabriel des Dono qui rejoint du coup son frère jumeau, Jonathan Dedono. Ils sont maintenant réunis à Vaduz. Et puis, ils ont été recrutés à Akinola, hein, qui avait fait de très très bonnes performances avec Ville. Et puis, ils sont allés chercher 2 joueurs en Allemagne qui étaient inconnus au bataillon, hein. Chez nous, Niklas Lang, le défenseur central, et puis Lucas Mack comme milieu.
Et il y a aussi Montsberger, un joueur autrichien qui est rejoint depuis la deuxième division autrichienne et qui voilà, sont les titulaires et qui ont amené de la stabilité dans cette équipe. Et puis, ils ont aussi décidé de redonner une chance en Challenge League à Angelo Campos. Alors voilà, pour l'instant, il a joué, il est apparu dans 11 des 13 matchs et puis il a déjà marqué un but, délivré une passe décisive. Donc voilà, un recrutement finalement assez intelligent du côté de Vaduz, de la stabilité avec Mark Schneider sur le banc. Et voilà, et puis ils ont aussi, il faut le dire, Osvaldo, un joueur qui fait un peu la pluie et le beau temps du côté de Vaduz. Ils ont réussi à le garder. Je parle bien évidemment de Ronaldo Dantas Fernandes qui est, voilà, à l'échelon de la Challenge League est un joueur qui fait des différences. Osvaldo, je dirais que c'est le MVP de leur première partie de saison, Dantas Fernandes. Ouais, ouais, ben ouais, Il est dans tous les bons coups. ça fait suffisamment d'éléments. Il est sixième en l'occurrence au classement des buteurs, mais ouais, ça fait suffisamment d'éléments qui permettent, on va dire, de rester positif sur eux. C'est que pour eux, c'est quand même la seule équipe, notamment à domicile, qui a fait le plein de points. Ça, je viens de le voir aussi. Donc, c'est Mhm. à domicile, 7 victoires, 7 points, pardon, 7 matchs, 7 victoires, 21 points, 22 buts marqués et 7 encaissés. Et si on va voir à l'extérieur, ils restent quand même cinquième, donc ils sont dans la première moitié de classement des équipes à l'extérieur. Voilà, on les joue dans un mois environ, on aura le temps d'en parler. Mhm. Mais c'est vrai que c'est une équipe ouais, qui pose beaucoup, beaucoup de problèmes à beaucoup de monde et qui, encore une fois, pour moi, c'est tant qu'ils sont dans la ligne de mire enfin, tant qu'ils ont Haro dans leur ligne de mire et à une distance raisonnable, moi, j'exclus absolument pas que sur la longueur, ils leur passent devant. C'est une possibilité, en tout cas actuellement, le FC Vaduz, c'est vraiment le plus gros contradicteur du FC Haro, plus que Yverdon, hein. Finalement, Yverdon, bah voilà, ils ont quand même accumulé plus de victoires que de matchs nuls et de défaites, mais leur plus gros fait d'armes, c'est d'avoir été gagné à Haro, d'avoir été les premiers à infliger au 9e match une défaite, même une perte de points au leader argovien qui était vraiment intouchable, en tout cas d'un point de vue des résultats jusque-là. Mais bah voilà, Yverdon a plus de quoi que Vaduz actuellement. Donc voilà, rien que d'un point de vue statistique, les Liechtensteinois sont le mieux armés, semblent en tout cas être les mieux armés pour contrarier les plans des Argoviens. Et puis, ben voilà, eux, ils se rendront à Bellinzone au prochain match. Et puis, du côté d'Aro, ça sera la réception du Stade Lyonnais. Donc, voilà, on pourrait, avec des résultats très favorables, avoir un nouveau leader à l'issue du prochain match, même si on en est encore bien loin quand même, puisque 3 points séparent les deux équipes. Et puis, ouais, non, bah, une différence qui est actuellement en faveur du FC Vaduz. Donc, une défaite d'Aro à domicile contre Nyon et une victoire de Vaduz entraînerait un changement de leader à l'issue de la prochaine journée. Alors, ce scénario-là est possible parce que un autre scénario improbable s'est produit lors de cette 13e journée. Alors, voilà, que Haro concède sa deuxième défaite de la saison, c'est pas très étonnant. Ils vont perdre des matchs, hein, Osvaldo, d'ici la fin de la saison. Ils n'allaient pas continuer non plus sur un rythme infernal de victoires à tous les matchs. Après que cette deuxième défaite, elle intervienne sur le terrain de l'AC Bellinzone qui n'avait pas signé la moindre victoire jusque-là, seuls 4 matchs nuls et sinon que des défaites pour la lanterne rouge tessinoise, c'est déjà un petit peu plus étonnant. Et puis, c'est encore plus étonnant quand on jette un coup d'œil aux statistiques de ce match. Et c'est pour ça qu'on voulait parler de ce match. Honnêtement, Osvaldo, c'est nous qui nous prenons ce match 5-1 à Bellinzone, puisque c'est le score final avec des stats comme ça. C'est juste hallucinant. Je vais te les Mhm. citer, ces statistiques. Donc, Bellinzone, 6 tirs au but, 5 tirs cadrés. Il marque 5 buts. Haro, 25 tirs,
4 fois plus de tirs que l'adversaire, plus de 4 fois plus, 6 tirs cadrés quand même, donc même un tir cadré de plus que Bellinzone. Et au final, c'est 5-1. Dans le monde du foot, des statistiques et un score final si différent, on ne voit pas. C'est pour ça on devait le mentionner. C'est juste hallucinant, des statistiques comme ça, Osvaldo. Non, c'est sûr que c'est quand même relativement étonnant. Une équipe qui prend Après, 5-1, souvent, elle se fait rouler dessus. oui, 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 c'est ça. Après, faut voir les images, faut voir les buts en l'occurrence encaissés, Ouais. et voir comment est-ce qu'ils arrivent. Mais c'est vrai Ouais, il y que a un but un peu gag. Il y a un but un peu gag où Hubel laisse passer un peu le ballon entre ses jambes sur une frappe presque ouais, pas très très puissante. Mais sinon, c'est des assez beaux buts. Il y a un penalty, mais c'est des buts assez corrects. C'est pas des buts de raccro, hein. Bah ouais, bah c'est effectivement quelque chose qui détonne. Maintenant, voilà, on sait que ce genre de mésaventure peut arriver à Haro sans que ce soit nécessairement un cas isolé dans la saison. Donc, pour moi, il y a quand même une chose. Alors, c'est clair que, voilà, on peut se dire c'est un match, mais c'est par ce genre de match un peu où tout va de travers que Haro a aussi fini barragiste au lieu d'être promu direct et ensuite perdu en barrage, fini troisième au lieu de finir barragiste et pas monté du tout. Donc, non, non, c'est pour moi la course à la première place, elle est de loin pas terminée. Et, et voilà, vu qu'on parlait de Vaduz avant, Vaduz fait partie de ces équipes qui sont encore, enfin, est une équipe qui peut encore vachement kikiner Haro. Et puis que ce genre de choses arrive pour Haro sur le terrain d'une équipe comme Bellinzone qui était autant à la rue, parce que nous on allait perdre à Ville la semaine passée, mais on a perdu 2-1. On avait l'impression d'être passé complètement à travers d'un match, parce qu'en plus on perd tout le temps là-bas, mais on avait l'impression d'être passé complètement à côté d'un match. On se disait, ah, mais machin, mais comment on a réussi à les faire gagner? Eux, ils sont allés en prendre 5 chez le dernier du classement. Donc, voilà, Un dernier du c'est- classement qui jouait très mal. Bellinzone, il jouait vraiment pas bien, quoi. là Nous, pour on le est allé coup, gagner 5-1 à Bellinzone. Alors, c'était la deuxième journée. C'était presque un autre monde, quoi. Le deuxième match du championnat, là, on est vraiment bien. Toutes les équipes sont censées être au top physiquement, ce qui n'était peut-être pas le cas dans les 2 premières journées. Mais la différence, c'est juste. Et on avait gagné 5-1 et c'était logique qu'on gagne 5-1. On leur avait roulé dessus, littéralement. Les stats étaient largement en notre faveur aussi. Là, ce qui me choque, c'est finalement réussite maximum du côté de Bellinzone ou presque. Mais oui, 5 tirs cadrés, 5 buts. Et puis de l'autre côté, rien. Enfin, 25 tirs déjà. 25 tirs, c'est énorme sur un match. C'est euh, ouais. c'est juste, euh, c'est juste énorme, quoi. À titre de comparaison, voilà, si on prend Xamax et Yverdon sur ce match, c'est 14 tirs pour Xamax, 4 tirs pour Yverdon. C'est déjà beaucoup. Le match entre Rapperswil et Ville a donné 15 tirs à 11 pour les Saint-Gallois. Entre Nyon et Carouge, bon, il y a eu 0-0, mais il y a quand même eu 7 tirs à 11. Donc voilà. Et puis Vaduz et Stade Lozanouchi cet après-midi, au moment de l'enregistrement, c'est 8 tirs contre 14 pour les Lausannois. Donc là aussi, pareil, Vaduz, en fait, 3 tirs cadrés, 3 buts. Mais aucune équipe n'a été proche de tirer autant que Haro sur cette journée. Ils sont largement l'équipe qui a tiré le plus au but. Et puis, ils s'en prennent 5 derrière. Donc, c'est juste incroyable. Pour 2 tiers de possession de balles. Et puis 75 duels gagnés à 59, 524 passes à 266, pratiquement le double de passes. Voilà, tu montres tous ces chiffres à n'importe quel amateur de football et tu lui dis combien il s'est fini ce match. Je pense qu'il y a pratiquement personne qui va donner l'équipe à domicile gagnante. Et Ouais. puis, bah, si on enlève oui, si on enlève ouais, non, si on enlève les tirs cadrés, on enlève les arrêts du gardien, du coup, parce que c'est ça la stat peut-être la plus horrible, c'est que sur 5 tirs cadrés, il y a 0 sauvetage de Hubel. Donc voilà, si on enlève cette stat-là de sauvetage du gardien,
Eh bien, il y a pratiquement tout le monde qui nous dit: «Ouais, non mais Haro, ils ont gagné ce match. Ils ont gagné ce match, en tout cas avec 2 voire 3 buts d'écart minimum». Mmh Ben, mh. voilà, Mmh. c'est l'inverse. Donc je pense que c'est les statistiques qui doivent pas s si on prend des matchs à 5 qui se terminent à 5-1 pour une équipe, il y a pas souvent des statistiques aussi déséquilibrées dans l'autre sens C'est que certain. ce match-là. Donc voilà, ça nous a quand même fait sourire, et ça nous aurait bien fait rager si ça nous était arrivé à nous d'aller en prendre 5 à Bellinzone, comme ça. Parce que Ah s'ils en prennent 5 alors que l'adversaire avait, eux, tiré 25 fois, tu te dis: «OK, ils en ont mis 5, ils ont tiré 25 fois, OK, il y en a quand même, 20 qui sont pas passés, quoi». Mais là, je pense qu'Hubel, il a pas dû passer une bonne nuit après ce match hier soir. non, c'est clair. Voilà, on peut passer à la rubrique suivante. La rubrique suivante, c'est parler un peu de l'équipe nationale suisse de football dans le cadre du coin ASF. Alors, on va scinder cette discussion en 2 parties, Osvaldo. La première partie, on va parler de la sélection de Murat Yakin, mais surtout d'un choix en particulier qui a beaucoup fait parler les amateurs et les suiveurs du football suisse. Alors, c'était une des questions avant la sélection de Murat Yakin. Est-ce qu'il allait faire confiance et à Noah Okafor, auteur de bonnes prestations du côté de Leeds, et le sélectionner pour cette confrontation, ce double match à la suite décisif pour la qualification pour le mondial sur le continent nord-américain. La réponse a été négative, hein. On n'est pas tant surpris que ça finalement, Osvaldo, et on a lancé un petit sondage sur nos réseaux sociaux, et vous avez été plus de 50 à participer. Alors on peut dire que les résultats sont unanimes. Plus de 80% d'entre vous auraient sélectionné Noah Okafor s'ils avaient été à la place du sélectionneur Murat Yakin. Voilà. Pour répondre à cette question, alors on va pas franchement répondre à la question non plus, Osvaldo, c'est pas notre rôle, mais on aime bien aussi débattre de sujets comme ça. Alors je l'ai dit en introduction, nous on n'a pas été surpris, enfin moi personnellement, j'ai pas été surpris de ce choix opéré par Murat Yakin. Mais voilà, donne-nous aussi un peu ton avis, parce que tu as pas voté, je crois, toi, sur ce sondage. Donc, est-ce qu'à la place de Murat Yakin, tu aurais appelé Noah Okafor? Alors selon les motivations que Murat Yakin donne, je ne l'aurais pas convoqué non plus. Je suis de ce point de vue-là un petit peu, au bénéfice d'une éducation un peu à l'ancienne. C'est que ces personnes qui, par leur comportement, peuvent troubler la cohérence d'un groupe et la vie d'un groupe. Je suis vraiment pas fan de les sélectionner. En plus de ça, alors oui, la Suède, pour ce qui est du premier match de ces 2 matchs de qualification, on peut se dire: «Mais, au final, elle a déçu, elle a pas répondu aux attentes». Oui, mais c'est une équipe qui a opéré certains changements et qui, du fait qu'elle est complètement hors course pour la première place et que de toute façon elle bénéficie d'une place de barragiste, via ce qu'elle a fait en Ligue des Nations, va peut-être utiliser ces 2 matchs de novembre pour un peu se remettre en selle. Et il faut mettre la balle de match. Et pour moi, dans ce contexte-là, tu dois autant prendre les meilleurs joueurs individuellement, mais tu dois aussi prendre les joueurs qui ont la garantie de mieux vivre ensemble pendant ces jours-ci pour pouvoir ensemble aller chercher cette qualification pour la Coupe du Monde. Et de ce point de vue-là, moi je fais partie vraiment de ceux qui disent bah, s'il y a le moindre doute sur le comportement d'un individu, et on le sait que nos voisins français pendant des années ont eu affaire à pas mal de ces joueurs qui avaient des problèmes de comportement. Ben, au final, quand il y a eu un entraîneur qui a eu le cran, pour pas utiliser de termes plus vulgaires, de les écarter, ils ont plus vu le terrain, alors qu'ils étaient pétris de talent. Donc pour moi, c'est pas nouveau. Et si les motivations sont, si les motivations de Mourad Yakin sont véridiques, c'est-à-dire que vraiment il a dénoté des problèmes de comportement, pour moi, c'est totalement logique de ne pas le sélectionner. Oui,
les problèmes personnels, hein, on peut le dire, entre Noah Okafor et Murat Yakin ne datent pas d'hier non plus. On se souvient de l'Euro 2024, mais aussi de la préparation encore à cet Euro 2024, où voilà, on avait un Noah Okafor à ce moment-là en manque de temps de jeu du côté de l'AC Milan en Serie A. Et puis, euh, et puis voilà, quand il a eu sa chance en équipe de Suisse, il a pas su la saisir non plus. Alors bon, à cet argument-là, beaucoup de gens disent oui, mais Andy Zekiri, qui a été sélectionné, il n'a pas beaucoup de temps de jeu non plus dans son club en Pologne. Alors oui, certes, c'est un argument important, mais je crois que tu l'as dit avant, hein, finalement, Murat Yakin semble vraiment faire passer la cohésion d'équipe avant tout. Personnellement, Andy Zekiri, tout comme Noah Okafor, hein, a été sélectionné un peu par intermittence. Zekiri, il a pas passé le cut de l'Euro, hein, encore faut-il le rappeler. Mais personnellement, j'ai jamais entendu Andy Zekiri se plaindre par presse interposée de sa non-sélection. Osvaldo. Non, 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 c'est pas quelque chose que je l'ai vu faire. Et puis moi, encore une fois, enfin, je veux dire, on peut citer les exemples, hein, de nos voisins, de nos voisins français. On sait qu'il y a eu une génération, la génération 87, qui a posé d'énormes soucis. Ce sont des joueurs qui encore, sous Laurent Blanc, pour certains, étaient sélectionnés. À partir du moment où Didier Deschamps est arrivé, ils ont fait un an maximum et on les a plus revus, hein. Parce qu'à un Mm. moment donné, il a préféré prendre des joueurs qui étaient moins médiatisés, mais qui apportaient plus au groupe par leur sens collectif. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est vraiment dans la ligne la plus claire de Murat Yakin, c'est qu'il veut privilégier le groupe dans un contexte où il faut encore faire ces 3 points. Je veux dire, c'est pas 2 matchs qui sont piqués des verres. Il y aura notamment après, si la balle de match n'est pas mise contre la On y Suède, vient après, on y vient après. voilà. Il y aura un autre match derrière qui là aussi, qui va pas être. Parce qu'il faut pas non plus croire que parce que nous, ben finalement, rassemblement de septembre et octobre, ça a été mieux que ce qu'on imaginait. Donc du coup, on va la mettre tranquille, la balle de match. Chaque rassemblement et chaque match de football, finalement, a ses incertitudes. Donc voilà, il faut peut-être toutes les chances de son côté, rassemblement après rassemblement. Tout à fait. Je pense que tu faisais allusion à la génération 87 de l'équipe de France, qui était une génération encore plus dorée. Et là, Deschamps avait été encore plus sous le feu des critiques parce que je pense que le joueur qui symbolise le mieux cette génération et les conflits avec Didier Deschamps, c'est Karim Benzema, hein, qui, sans vouloir offenser Noah Okafor, avait un tout autre statut à ce moment-là. Il était superstar du Real Madrid, en jouant aux côtés de Cristiano Ronaldo et puis de Gareth Bale, notamment dans le fameux trio d'attaque, hein, qui composait les trois joueurs. Donc, et Didier Deschamps, pendant de nombreuses années, s'est passé de Karim Benzema. Il avait été très clair sur la raison, hein. Et là, pareil, Benzema, il avait été pris dans les affaires avec Balbuena. Il y avait déjà eu des choses avant. Enfin, Didier Deschamps avait été clair que pour lui, la cohésion du groupe et le bon vécu du groupe était plus important que voilà, le talent pur manifesté par le joueur et les prestations au club. Alors, bon, quand on a le vivier de l'équipe de France, c'est peut-être plus facile aussi de se passer d'un Benzema que nous de se passer d'un joueur comme Noah Okafor. Quoique, hein, Noah Okafor, maintenant, ça pose question parce qu'il a logiquement décidé de partir du côté de Leeds en Angleterre. Et puis là, il retrouve vraiment les titularisations et puis aussi des bonnes prestations. J'ai pas regardé ses statistiques, mais il a déjà inscrit quelques buts là depuis le début de la saison. Mais Murat Yakin reste aussi dans cette position parce que tu l'as dit avant, les qualifications, c'est un format
très particulier là de nouveau. Avant, les qualifications, ça pouvait durer 6-7 mois, hein, avec plus d'équipes, et puis voilà, ça durait plus longtemps. Là, c'est pour la Suisse, vu qu'il y a que 4 équipes dans le groupe, c'est 3 rassemblements. Mm. Septembre, octobre, novembre. Les joueurs arrivent, il faut tout de suite être performant. Il faut un groupe qui bouge très très peu, qui doit bouger pratiquement uniquement sur blessure, et ça a été le cas, hein. On s'est passé de Ardoni Achari sur blessure, il y a eu Denis Zakaria qui a manqué aussi pour blessure, enfin voilà, il y a quelques joueurs comme ça. Et là aussi, on a un autre joueur qui a dû déclarer forfait pour blessure, c'est Remo Freuler. Donc voilà, les blessures doivent être les changements imposés et forcés aux sélectionneurs, mais c'est pas le moment de faire des tests, c'est pas le moment aussi de réintégrer des joueurs qui n'ont pas fait forcément l'unanimité au sein du groupe. Je crois que Noah Okafor, quand on évoque les problèmes de comportement, c'était aussi un peu... Il agaçait aussi un peu ses coéquipiers, hein, par son attitude. Et ça, Murat Yakin, si c'est le cas, de nouveau, hein, on prend ces informations avec des pincettes, on dit, et on n'est pas dans le secret du vestiaire de la Nati. Mais Osvaldo, si tu as un joueur qui perturbe et que les joueurs se plaignent de son comportement, le sélectionneur, il n'a pas d'autre choix que de ne pas le prendre dans une phase extrêmement importante comme celle-là. Enfin, Mais je veux dire, c'est... puisque tu as fait les noms enfin, le nom le plus célèbre de la génération 87 de l'équipe de France, je vais quand même citer un autre cas qui a été beaucoup plus, enfin, qui a peut-être fait beaucoup moins qui a suscité beaucoup moins de débats parce que beaucoup de monde s'était rendu compte beaucoup plus vite que ce joueur avait des problèmes de comportement. Mais Didier Deschamps n'avait même pas terminé la première la première campagne de qualification avec les Bleus en tant que sélectionneur, à savoir celle pour la Coupe du Monde au Brésil, il avait reçu confirmation de la part de son capitaine Hugo Lloris que Samir Nasri posait de plus en plus de problèmes dans le vestiaire. Il a plus revu le terrain en équipe de France. Alors que le talent de Nasri n'est pas à démontrer. Je veux dire, c'est un joueur qui l'a montré dans tous les clubs où il est passé dans sa carrière. Il avait quelque chose à apporter. Sauf qu'il ne savait pas se fondre dans un collectif. Alors on fait quoi? Pour moi, c'est quelque chose, c'est des choses sur lesquelles il faut être intransigeant. Je suis italien d'origine. J'ai dû supporter pendant 10 ans les frasques d'un Mario Balotelli, qui au niveau du talent, elle n'a rien à voir avec les attaquants qu'on a eu ces 10 dernières années en sélection. Mais qu'est-ce que tu veux prendre un joueur comme ça qui ne sait pas se tenir? C'est impossible. Donc je dis pas que Noah Okafor a un comportement qui est comparable à ces stars du football, mais c'est le comportement, surtout dans un groupe, surtout dans une équipe nationale qui ne se réunit pas autant que dans un club et qui aussi forge son... Ouais. Alors Osvaldo, tu as une petite coupure là. Il n'y a pas de, il y a pas de souci, je vais prendre un peu le relais. Donc voilà, c'est vrai que les frasques de Okafor, ben voilà, ne doivent pas être du goût de Murat Yakin. Donc voilà, je pense que le sélectionneur a eu raison de ne pas le prendre dans une période comme ça. Et du coup, voilà, je pense qu'il a pris la bonne décision. Et c'est vrai que Okafor a publié un article cette semaine. Et puis, c'est vrai que voilà, je ne m'attendais pas à ce qu'il réagisse comme ça par prise, par presse interposée. Donc, je me dis que si, voilà, il souhaite se faire réhabiliter auprès des yeux de Murat Yakin, ben, c'est pas de la bonne manière dont il s'y prend. Et puis, voilà, je voulais citer aussi un article de Tim Guimin, un responsable du pôle sport oblique, qu'on salue, d'ailleurs, s'il nous écoute, et bien, où il avait évoqué un petit peu le manque de confiance dont faisait preuve Noah Okafor. Et puis, aussi, du coup, ben, le, comment le manque de confiance, et puis le manque de performance aussi auprès de l'équipe de Suisse. Donc, moi, je serais assez d'avis, et je pense que Murat Yakin doit peut-être être du même avis, que
d'abord on priorise les qualifications et puis ensuite, une fois que les qualifications sont acquises, sont dans la poche, bah, il y aura des matchs de préparation pour cette Coupe du Monde. Et là, ce sera l'occasion de redonner confiance, de redonner sa chance plutôt à Noah Okafor. Voilà, Osvaldo, tu avais quelques petits soucis techniques, mais apparemment tu es de retour. Oui, oui, c'est tout bon. Non, je voulais juste dire que c'est pour compléter mon propos d'avant. C'est vrai que, enfin, comme tu disais, tu avais parlé de Benzema, Nasri avait fait encore moins de temps en équipe de France sous Deschamps. Et que finalement, on peut citer en bref Balotelli également en équipe d'Italie, qui n'a pas vu longtemps le terrain, enfin qui n'a pas vu très très longtemps enfin qui a vu beaucoup moins longtemps le maillot de la sélection que ce que son talent de brut aurait dû lui permettre. Et tout ça pourquoi? Parce que c'était des joueurs qui ne savaient pas s'intégrer dans un collectif. Et dans une équipe nationale, l'équilibre collectif est encore plus fragile qu'en club, puisque tu te retrouves face à des ouais, face à des soucis, enfin tu te rassembles beaucoup moins souvent qu'en club, donc l'équilibre collectif est d'autant plus important. Et face à ce genre de choses, il faut être intransigeant. Ouais, et puis je crois que tu as évoqué Nasri, et il y a encore un troisième joueur qu'on peut citer comme un Ben gros Arfa, talent gâché, Ben Arfa. exactement. C'est Benzema, Nasri, Ben Arfa, c'est le trio, hein, le trio des regrets pour l'équipe de France, parce que voilà, avec un trio comme ça aurait pu mener la France a beaucoup de succès pendant les années, ouais, comme tu l'as dit, 2012, 2014, 2016, 2018, voire même jusqu'à 2020, jusqu'à l'Euro. Benzema y était, hein, à ce Euro-là. Maintenant, ben voilà, c'est des joueurs qui, tu l'as dit, hein, c'est la génération 87, donc ils ont 38 ans. Mais voilà. Alors j'ai apporté une petite conclusion pendant tes soucis techniques, Osvaldo. Mhm. Donc on peut passer à la deuxième partie qui là est purement sportive. C'est la qualification qui tend les bras à cette équipe de Suisse. Mais comme tu l'as dit, tout reste à faire. Les quatre équipes ont joué leurs quatre matchs, évidemment. Il y a eu 2 fois 2 oppositions. La Suisse est en position toujours très favorable avec 3 victoires, un nul, aucun but pris, 10 points. Mais elle reste sous la menace du Kosovo qui, euh, qui avait gagné ces 2 matchs des troisième et quatrième journée. Non, ils avaient fait match nul et gagné en Suède, du coup. Donc, il reste toujours en position de menacer l'équipe de Suisse. On le rappelle, les 2 oppositions sont Suisse-Suède et Slovénie-Kosovo pour le samedi 15. Et puis ensuite, je crois que ce sera le mardi, hein, alors, on n'espère pas que ce sera la finalissima, mais avec un Kosovo-Suisse. Et puis, le match entre la Slovénie et la Suède aura lieu en Suède, hein, si je ne me trompe pas. J'ai pas fait attention. Euh, ouais, alors ça, je t'avoue que je vais pas te confirmer quelque chose dont je ne suis pas plus sûr que toi, mais la Suisse a son destin entre les mains de toute façon, hein. Je veux dire, Ouais, il il faut faire le travail, il faut pas s'occuper des autres parce que on n'est pas dans une situation comme ça a pu être le cas dans des qualifications beaucoup plus anciennes où, où lors du dernier rassemblement, il fallait gagner et espérer sur tel ou tel. La Suisse a son destin en main. Donc, il faut faire le effectivement. Alors, travail. il y a plusieurs scénarios quand même à envisager. Parce que, alors, la Suisse, elle est en position de force, hein, elle est à 10 points, le Kosovo est à 7. Mais pour le Kosovo, eux, ils sont en double position, hein. Ils sont dans la position du chasseur. Ils peuvent en même temps aller chercher la première place, mais ils doivent aussi préserver leur deuxième place, synonyme de barrage, ce qui serait déjà un très beau succès pour eux, parce que je pense que personne ne les donnait à une des 2 premières places du classement au moment du tirage au sort. Donc voilà, ce match en Slovénie, la Slovénie, si elle veut encore espérer doubler le Kosovo et terminer barragiste, elle devra le gagner. Donc voilà, le Kosovo n'aura pas l'obligation absolue non plus de gagner ce match, parce que en cas de match nul, ils auraient une certitude, c'est celle de terminer au mieux deuxième, au pire, pardon, deuxième. Ça leur assurerait la deuxième place du classement. Mais ils auraient encore les chances de rattraper la Suisse
parce que une défaite suisse contre la Suède et un match nul du Kosovo, eh bien, donnerait une vraie finalissima avec on va dire, si le Kosovo gagne ce match, eh ben, il termine premier du groupe et il se qualifie directement. Tout autre résultat qualifierait l'équipe de Suisse. Alors, dans quel état d'esprit la Suisse doit aborder ce match, Osvaldo, selon toi? Tu dis contre la Suède? Contre la Suède, oui, évidemment. Ouais, ouais, écoute, moi je pense qu'il On faut. parlera du match du Kosovo de la semaine prochaine, puisqu'on aura déjà. Alors peut-être qu'on pourra dire youpi, on fêtera la qualification, mais peut-être pas. Donc si le Kosovo suisse a de l'enjeu, on verra à ce moment-là. Mais là, on parle effectivement du match contre la Suède. Alors je pense que déjà de base, il faut avoir enfin il faut vouloir fermer le sac le plus vite possible. Et puis, ouais, il faut fermer le sac le plus vite possible. Donc il faut aborder ce match avec certainement la ferveur qu'il y aura à Genève, parce que souvent quand la Suisse joue à Genève, elle fait stade plein ou pas loin. Donc voilà, pour moi, il faut aborder cette rencontre avec la volonté féroce de clore tout discours et de clore tout suspense du point de vue de la qualification samedi soir. Et puis pour ce faire, démarrer le match à 100 à l'heure, tout simplement. Ouais, moi j'aimerais effectivement que les joueurs aient pas cet esprit de calcul et puis de se dire ouais, on regarde, on a un coup d'œil un peu sur le score, on a des gens qui nous indiquent comment évolue le score, mais j'aimerais qu'ils rentrent vraiment comme si ce match, c'était le premier des qualifications, comme quand ils sont rentrés sur la pelouse contre le Kosovo, il y avait encore aucune minute de jouer, tout le monde était au même niveau à ce moment-là, avec un état d'esprit conquérant. S'il y a bien quelque chose qui m'a marqué lors des 2 premiers matchs de l'équipe suisse à domicile, on le rappelle, victoire 4-0 contre le Kosovo et 3-0 contre la Slovénie, 2 matchs dont le score était acquis à la mi-temps. L'équipe de Suisse avait déroulé et roulé sur son adversaire en première période. J'aimerais qu'elle rentre avec cet état d'esprit-là, comme si tout restait à faire, comme s'il fallait absolument gagner ce match pour doubler la Suède, pour se qualifier. Parce que, on va le dire, hein, Osvaldo, une victoire de la Suisse contre la Suède, c'est pratiquement, on va dire à 99% la qualification, puisque même si le Kosovo gagne en Slovénie, ça placerait les Suisses à 13 points, le Kosovo à 10, mais avec une différence de but qui, en l'état, est à 10 de différence, 9 plus 9 pour la Suisse et moins 1. Autant dire que si le Kosovo ne rattrape pas au moins 3-4 buts lors de cette opposition en Slovénie par rapport à la Suisse, eh bien, ils devront gagner genre 11-0 contre la Suisse. Et alors là, c'est un scénario qu'on ne croit absolument pas, hein, que la Suisse perde avec 11 buts d'écart dans des qualifications contre des équipes comme ça. Il n'y a jamais des écarts autant conséquents. Donc, ce serait la qualification, on va dire, quasiment assurée. Mais déjà, de livrer son match sans se préoccuper de ce qui se passe de l'autre côté, parce que voilà, la Suisse peut faire match nul et puis le Kosovo perdre, et puis du coup, voilà, ce serait la qualif. Mais le calcul dans le foot, c'est jamais une bonne chose. L'équipe doit rentrer avec l'état d'esprit de gagner le match. Pas pour clore l'affaire, mais tout simplement pour jouer son match et puis gagner son match. La Suède, ils jouent pas pour rien non plus parce que ils ont viré logiquement Jon Dahl Tomasson après des performances indignes du rang de la Suède. Ils l'ont remplacé par Graham Potter. Et du coup, voilà, on attend de Potter qu'il fasse des tours de magie quand même avec l'équipe de Suède. Mais la Suède n'a pas tout perdu, hein, puisqu'ils pourront entrer potentiellement en barrage par la Ligue des Nations. Donc, ils auraient tout intérêt à jouer encore ces 2 derniers matchs. Et puis, on ne sait jamais, hein, mais les résultats pourraient encore tourner en leur faveur, hein. Une victoire contre la Slovénie, contre la Suisse, pardon, et une victoire de la Slovénie les placerait à 4 et 6 points, et puis une victoire ensuite de la Suisse. Donc, ils peuvent encore potentiellement terminer
Ah non, pardon, oui, ils peuvent encore terminer devant le Kosovo barragiste, mais il faudrait encore un sacré concours de résultats. Mais du coup, ils pourraient se qualifier pour les barrages, et donc ils ont intérêt à jouer, à bien jouer ces matchs. Donc voilà, nous on veut voir une Suisse conquérante. Logiquement, elle avait été un petit peu moins en Suède, même si elle avait gagné le match. La Suède avait, à ce moment-là, il devait absolument gagner après 2 premiers matchs vraiment décevants. Mais elle avait bien, bien maîtrisé quand même le match. En Slovénie, ça a été un peu plus compliqué. C'était un match très fermé, mais l'équipe suisse avait fait preuve d'une certaine solidité. Donc voilà, on attend quand même que, comme tu le dis, elle finisse le travail, mais en livrant une performance sérieuse et disciplinée. Mais Osvaldo, on a envie de dire, il y a trop d'expérience dans ce groupe pour que on calcule sur ce match. L'équipe va faire preuve du sérieux dont elle doit faire. Elle doit montrer le sérieux dont elle doit faire preuve à ce moment-là. Et puis, on a l'impression que si elle perd ce match, c'est parce que la Suède aura livré une prestation plus solide. Oui, oui. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut vraiment garder le cap et puis encore une fois mettre la balle de match parce que je veux dire dans le cas où je veux dire, encore une fois je prends le scénario inverse et catastrophe que je ne souhaite absolument pas, mais une défaite malencontreuse contre la Suède, contre une Suède en reprise qui cherche à se rassurer avant les barrages et une victoire du Kosovo et on se retrouve à jouer le dernier match contre le Kosovo à égalité de points. Et là, il n'y a même plus de différence de but, c'est qu'en gros, bah, tu dois éviter la défaite pour ne pas jouer le barrage. Mais encore une fois, moi, il y a un truc dans cette génération d'équipes de Suisse qui m'a un peu frappé, puisque tu parles d'expérience. C'est que oui, elle a réussi à gérer l'expérience dans pas mal de rendez-vous, mais notamment les matchs un peu tendus face aux équipes, soit de la zone des Balkans, soit un peu plus élargie. Euh, Souvent, on voyait nos leaders et notamment notre capitaine perdre le fil. Mais qu'il ait 20 ans, qu'il ait 25 ans, qu'il ait 30 ans, qu'il ait 0, 50 ou 130 sélections. Donc, vraiment, encore une fois, fermer le sac contre la Suède, clore toute discussion. Et puis, si on gagne, ben, on sera qualifié ou presque. Et puis, à moins d'un naufrage, comme tu l'as dit, par la suite contre le Kosovo, quel que soit le résultat du Kosovo avant le dernier match, on sera qualifié. Mais voilà, il faut vraiment s'éviter tout problème parce que je l'ai vécu avec la Suisse, des scénarios comme ça, puis je l'ai vécu avec l'Italie dans la précédente qualification pour la Coupe du Monde au Qatar, dans une situation de classement qui n'avait rien à voir entre le premier et le deuxième par rapport à celle-ci. Mais voilà, il faut pas faire prolonger le suspense outre mesure. Le match en Slovénie a été un bon avertissement de ce point de vue-là. Et il faut le prendre avec le plus grand des sérieux et battre la Suède. Voilà, faire le travail sans se préoccuper de l'adversaire. Quand on a notre destin entre nos mains, voilà, on doit s'occuper uniquement de nous. Le Kosovo, eux, ils devront avoir un œil sur le résultat. Ils doivent compter sur un premier faux pas de la Suisse pour espérer ensuite nous coiffer au poteau. Nous, on a entièrement notre destin entre nos mains, mais c'est clair que si on arrive au Kosovo déjà qualifié, on ne s'en plaindra pas. On s'ouvrira la bière directement au début du match pour fêter la qualif tranquille. Et puis Murat Yakin va sans doute laisser des hommes au repos si le match n'a plus aucun enjeu. Donc voilà, outre que le Kosovo consolide sa place de barragiste, parce qu'on pourrait se retrouver dans cet état de figure où, Osvaldo, on se retrouve à faire les arbitres hein, dans ce, Mhm. dans ce dernier match, où par exemple la Slovénie bat le Kosovo, donc il passerait à 6 points, le Kosovo est à 7. Nous, on fait un point contre la Suède où on bat la Suède, on est assuré d'être qualifié. Mais du coup, on pourrait aider indirectement la Slovénie à doubler le Kosovo au poteau. Donc, voilà, on pourrait se retrouver dans le rôle de l'arbitre aussi hein, dans ce dernier match. Donc, voilà. Bon, Osvaldo, on est quand même assez réaliste. La petite inconnue, c'est de savoir est-ce que la Suisse va terminer première ou est-ce que c'est le Kosovo qui va terminer la première place de groupe. Mais on n'ose pas imaginer un scénario où
la Slovénie ou la Suède arrivent à arracher la place de barrage, et c'est quand même compliqué, hein. Mhm. Non, non, c'est clair. Ça me paraît relativement compliqué. Maintenant, voilà, comme on l'a dit, il faut prendre ces deux matchs avec le même sérieux qu'on a abordé cette campagne. Et si ce sera le cas, on aura une bonne surprise à la fin de la semaine. Ouais. Donc voilà, on se réjouit de voir la suite et la fin du coup de ces qualifications pour la Coupe du Monde. Ah, et ce serait, si on compte bien, Osvaldo, si la Suisse se qualifie, ben ça serait la combienième Coupe du Monde consécutive depuis 2006, hein? Donc ça va être Ouais, 2006, 2010, 2014, 18, 22. Ça ferait la 6e Coupe du Monde consécutive pour l'équipe de Suisse. En fait, depuis l'Euro 2004, on a manqué que l'Euro 2012 en Pologne et en Ukraine, hein. cette campagne de qualification agonisante, Ouais. avec même là des matchs qui Mais nous restent sinon, la Suisse répond présente en- dans les phases finales de tous ces grands tournois. Donc voilà, on espère que ça va se poursuivre. C'est vrai qu'avec une Coupe du Monde élargie encore à 48 équipes, hein, je crois, Mhm. ben, ce Ouais. serait quand même tâche de pas de mettre fin à une belle série alors que le nombre d'équipes augmente et qu'on aura quelques équipes relativement exotiques dans le lot. Après, si tu me permets un tout petit coup de gueule sur ce point de vue-là, je veux bien hein, que l'Europe ait été l'un des continents les plus représentés. Maintenant, j'ai vu à la suite de l'élargissement à 48, un continent comme l'Amérique du Sud qui a une phase de qualification au fonctionnement complètement abject, selon moi, voire encore voire deux participants en plus, alors que c'est un championnat unique et que tu as, je crois, si tu avais 60% des équipes qui étaient qualifiées. De ce point de vue-là, puis tu te retrouves à avoir de plus en plus de qualifiés qui ne veulent rien dire, même si c'est très bien pour eux qu'ils puissent goûter une première fois à la Coupe du Monde dans les autres continents, notamment le continent africain. Tu as souvent des qualifications assez, assez étonnantes et on a l'impression que l'élargissement à 48 a presque compliqué la donne, quelque part pour l'Europe, alors qu'elle l'a facilité par moment sur d'autres continents. Et je dis pas ça parce que je vois, mon pays d'origine peut-être, quasiment condamné au barrage, mais cette histoire notamment moi de l'Amérique du Sud continue de me rester, de me garder bouche bée en fait. Et je me dis qu'une sélection comme le Brésil qui est en déclin constant, j'aurais voulu les voir dans la zone européenne. Avec le déclin qu'a connu leur sélection ces quelques dernières années sur les deux, trois dernières qualifications pour le monde. Je suis pas sûr qu'ils vont à la Coupe du Monde à chaque fois. Mais enfin bref, on sait qu'on a beaucoup de représentants en Europe, mais je trouve ces formules de qualif pas toujours avec le même degré d'équité partout, je trouve. C'est une bonne question qu'on pourra peut-être élargir un jour dans un débat où on sera plus nombreux sur un épisode, du coup, hein, avec plaisir. Hmm. Voilà, on peut passer à la fin de l'épisode, Osvaldo. Voilà, fin de l'épisode. Pas grand-chose à vous dire de plus que les remerciements habituels pour votre écoute, pour les différentes réactions sur nos réseaux. Et puis voilà, à la semaine prochaine. Donc, comme on a pris l'habitude lors des trêves, on vous proposera quand même un épisode et on n'a pas encore décidé quel type de contenu que Samax on vous proposera la semaine prochaine, mais vous aurez bel et bien un épisode d'Examcast à vous mettre sous la dent. Merci à toi, Osvaldo. Et puis Merci à vous. à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.